maison, il y a des chansons qui aiment entrer. Dans notre maison, il y a des chansons qui aiment entrer. Ah ben celle-là est entrée chez vous, en tout cas, ça c'est certain. Alain Côté, 8h35, il est devant moi, Georges Gauma sera là. Je dis il est devant moi et c'est vraiment pas une figure de style, puisque Simon Roy est à la mise en onde Absolument. pour cette dernière heure. Merci Simon. C'est un plaisir de se retrouver dans... Ben oui. Alors face à face, pour parler, entamer une nouvelle série de chroniques sur la diaspora africaine en Amérique. Plus précisément, les diasporas africaines dans les Amériques, ou bien aux Amériques. Tu voilà, précises tout ça. Aux Amériques, c'est cela. Ouais. Hein, c'est-à-dire que quand on regarde un peu globalement comme ça, bon, c'est finalement l'histoire des Noirs en dehors de l'Afrique. Hein. Ouais. Tu vois un peu. Et ce qu'on va démontrer ici, et là j'ai suivi quand je venais, là, ton émission, tu as parlé de Davos. T'as trouvé de Davos et où les grands de ce monde vont se retrouver pour parler de l'économie du monde. Ah, c'est pas que les grands, il y a des grands qui sont pas à Davos. Oui, oui. Georges, t'es pas là, mais t'es un grand de ce monde quand même. Ben, je ne pense pas. Je pense pas, mais enfin, à mon petit niveau aussi. Donc en fait, on parle toujours, tu te rappelles bien de Chroniques d'Afrique noire, c'était quand même aussi l'Afrique dans les relations internationales. Et l'économie fait partie de ces relations internationales. Et je t'ai entendu dire qu'il y a des Africains qui sont là-bas également. Ben oui, je les ai pas nommés là parce que je voulais pas faire glisser sur des noms difficiles à prononcer, absolument. Mais il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont là. Voilà, et notre souci c'est toujours cette Afrique, la place de l'Afrique dans le monde. Si tu veux, on va parler de la diaspora, l'apport de cette diaspora aussi en dehors de l'Afrique et l'état de l'Afrique en ce moment avec des Africains qui continuent à partir d'Afrique alors qu'ils pouvaient rester en Afrique et puis développer l'Afrique. Et cette Afrique qu'on taxe du continent qui refuse le développement, cette Afrique qui est toujours ce continent arriéré, cette Afrique qui est toujours cette Afrique des maladies, cette Afrique et pourtant encore cette Afrique bougrement riche et presque le continent le plus riche potentiellement du monde. Et donc ce paradoxe qui est tout à fait insoutenable d'un continent immensément riche, potentiellement riche en toutes ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, et comment se trouve-t-on avec cette Afrique qui est toujours l'Afrique pauvre et qui a besoin de l'aide du monde entier, et on oublie que finalement c'est l'Afrique qui a plus aidé le monde entier que l'a reçu de l'aide du monde entier. Heureusement, t'es là pour nous le rappeler, Georges. Et il y a le mois de l'histoire des Noirs et on y va la semaine prochaine. On entame le mois de l'histoire des Noirs. La semaine prochaine avec ce formidable mois de l'histoire des Noirs qui est fêté en Amérique, aux États-Unis et au Canada depuis un certain temps. Est-ce que le mois de l'histoire des Noirs est fêté en Europe, Georges? Ah, ça c'est une très très bonne question. Très très bonne question. Le mois de l'histoire des Noirs est fêté seulement au Royaume-Uni. Ah oui, au Royaume-Uni les Français seulement. ont pas... Ben voilà, et là encore, quand tu me poses cette question... Alors là, il y a un long historique aussi avec l'Afrique. Quand tu me poses cette question, Caro, je vois encore la France et le Royaume-Uni comme étant les deux grandes puissances coloniales de l'époque. Bien sûr, il y avait l'Espagne et aussi le Portugal, mais fondamentalement, quand on voit l'architecture des pays africains aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'influence de la France et l'influence du Royaume-Uni. Et l'Espagne et le Portugal, c'est beaucoup plus à traverser l'Atlantique, en Amérique latine. Tu vois très bien. Et donc, tu vois que, à partir de ta question, on voit ces deux modèles de colonisation, c'est-à-dire le modèle français et le modèle anglais aussi. D'un côté, l'assimilation, les Français, et de l'autre côté, le protectorat anglais. Et c'est quand on voit cela, on voit que, même en Afrique aujourd'hui, les anciennes colonies anglaises se portent légèrement mieux que les anciennes colonies françaises. Donc ça, c'est une très bonne question. Le mois de l'histoire des Noirs est fêté également au Royaume-Uni, pas avec la même ampleur qu'en Amérique, mais on aimerait aussi que le mois de l'histoire des Noirs soit fêté aussi en France, vu le positionnement de la France dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais de toutes les façons, tout le mois de février, tu me l'as accordé, je te l'ai demandé, tu me l'as accordé.
chaque semaine, on sera à l'antenne. Oui, pour oui, accompagner les événements. Alors, on aura Exceptionnellement. une chronique hebdomadaire Voilà, pour avec des accompagner, invités spéciaux. avec des invités. Parce qu'il y a toute une série d'activités Ah là, oui, qui sont à absolument. l'affiche à Québec. Qui sont à Au l'affiche. Québec, mais à Québec À particulièrement. Québec particulièrement, avec le COPAC, qui est une organisation formidable, évidemment, autour des Africains ici, qui seront avec nous assez régulièrement ici, et aussi le Cégep Garneau, avec mon ami Joseph, qui est Diosso, qui a toujours organisé des conférences chaque année, depuis près de 15 ou 20 ans maintenant, au Cégep Garneau, et je pense qu'ils sont souvent passés ici également. Oui, oui, à Donc ce l'occasion, mois de février-là, c'est un bon mois qui viendra, où on parlera beaucoup d'Afrique. On va repositionner la place de l'Afrique dans le concert des nations, dans le monde, et aussi à travers la diaspora que nous autres nous formons. Ouais. Et donc aussi, en prélude à cela, comme on l'a dit, hein, aujourd'hui c'est simplement une petite introduction qu'on va faire sur ces... Tout à fait, Georges, Voilà, une petite introduction. sur ces diasporas. Et quand je parle des diasporas au pluriel, ben, la plupart des ouvrages ou des recherches qui ont été faites semblent dater ces diasporas à partir de la traite négrière, à partir de la période esclavagiste, c'est-à-dire qui remonte à peut-être au XVIe siècle. La déportation... Ah ouais, j'aurais pas remonté ça aussi loin. Donc, Ah oui, les esclaves mais faisaient non, partie de la... Oui. Caro, la première Oui, oui. diaspora connue, vivante aujourd'hui, c'est celle quand même de ces millions d'Africains Oui. arrachés à leur terre et qu'on a déportés aux Amériques pour construire et bâtir l'Amérique que nous connaissons Ah oui, aujourd'hui. oui, non, mais y compris la Maison Blanche. je parle sans cesse, y compris la Maison Blanche qui a été construite par des Noirs. Ah oui, non, Ça, c'est quelque chose quand même de très important. Donc, je date la première grande diaspora vivante africaine à partir de cette période-là. C'est-à-dire que à partir du moment où tous les autres mes immigrants qui viennent en Amérique ont suivi ce concept de... Ah oui, mais ils n'avaient pas le choix. C'est pour ça que j'ai un doute sur le mot diaspora, parce qu'ils étaient prisonniers, ils étaient enchaînés, ils étaient arrivés de force ici, oui, tandis que... mais la diaspora, c'est quand même le plus ça, important. Georges? Ben, bien sûr que Oui, oui. d'accord. Caro. Ok, C'est des Africains en dehors de l'Afrique qui D'accord, s'installent en dehors de l'Afrique, Ok. qu'importe la manière. Ok. Qu'importe la manière. Ok. C'est cela. Donc la première diaspora africaine en Amérique, c'est celle des Noirs américains aujourd'hui qui sont partis en esclavage, hein, et qui se sont installés ici. En Amérique, ça c'est la toute première diaspora. Non, mais c'est pas la vérité. Donc quand je dis là, je vais revenir sur la vraie vérité de ça. Mais ça c'est quand je dis la diaspora vivante. Tu vois un peu? Ouais. Donc c'est ça. Et la deuxième diaspora après, donc parce que Caro, tu vois un peu toutes ces choses là, on les fait pas n'importe comment. Hein? La période esclavagiste, il y a un, comment on l'appelle? Il y a un paradigme de l'économie qu'on suit. L'Europe était très 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 pauvre à l'époque, et c'est la découverte, le caractère aventureux des Européens qui sont allés découvrir les peuplades en dehors de l'Europe et qui ont trouvé dans cette aventure un moyen d'engranger de l'économie, de l'argent pour bâtir l'Europe. Il faut le savoir, ça. Les Européens, quand ils sortent de l'Europe, c'est pas pour aller se balader. Il y a toujours le paradigme de l'économie qui est là. Bah oui. Et donc, à cette période, on bâtit l'économie sur le travail des esclaves. Pas seulement, mais fondamentalement. Oui. Et quand arrive un certain moment où les gens, et y compris le Saint-Siège aussi, avait donné son quitus pour l'esclavage aussi, hein. Il a fallu le pape Grégoire pour arrêter un peu les choses. Mais en fait, ça, c'est pas le sujet. Mais maintenant, après, parce que ça, c'est important de comprendre ça, Caro. C'est très important de comprendre. On va pas être là à décrire tout simplement ces diasporas, mais on va faire l'effort aussi de comprendre les dynamiques profondes qui justifient évidemment un certain nombre de choses que nous connaissons aujourd'hui. Donc, quand tu vois, on arrête avec l'esclavage, on se demande, mais attendez, tu sais très bien que le motif de la guerre civile aux États-Unis en 1861, c'est quand même l'élection de Lincoln au pouvoir en 1960. Mais Lincoln est parmi les Américains qui ont dit mais il faut arrêter avec la discrimination, il faut arrêter avec un certain nombre de choses. Et quand il arrive à la présidence en 60, les confédérés du Sud, les États du Sud, qui étaient fondamentalement ça faisait pas leur affaire. basés sur l'économie de l'exploitation, ils sont pas contents. Ils disent ah non, on fait sécession et la guerre civile commence aux
États-Unis contre les unionistes. Et ce sont les unionistes qui gagnent et qui imposent la fin de tout l'esclavage aux États-Unis et nous donnent l'Amérique que nous connaissons aujourd'hui. Tu vois? Maintenant, quand cette période se termine, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Mais nous avons besoin de l'argent. Mais maintenant, c'est quoi? Bon, les codes noirs qui étaient la période de cet esclavagisme-là, les codes noirs, il y en avait beaucoup, mais on passe à la colonisation. C'est-à-dire qu'on a fini de prendre les Africains de leur terre, les amener là pour construire l'économie. Mais comme ça n'existe plus, alors allons-y carrément en Afrique. On va en Afrique. On va sur place. Et c'est la conférence de Berlin. On va aller prendre les ressources naturelles là-bas, directement. Et c'est la conférence de Berlin qui divise les pays africains. En fait, on se partage l'Afrique comme un petit gâteau entre les puissances européennes fondamentalement. Et puis on exploite pendant des centaines d'années, on exploite l'Afrique. Et à ce moment, il y a un autre événement qui apparaît, la fin des colonisations qui commence en Inde, qui arrive jusqu'en Afrique. On a fini avec la colonisation. Mais comment va-t-on faire? C'est la post-colonisation. Tu vois? Ouais, et donc, il faut gérer aussi, mais il faut quand même l'économie continue. Alors, et puis nous autres, le deuxième modèle qu'on va voir, c'est nous autres là, qui venons en immigration. Ben oui, l'exode des cerveaux, là, c'est ce qu'on appelle. Pas seulement des cerveaux, mais de tout le monde, parce que ceux qui traversent la Méditerranée, Caro, on a eu l'habitude de parler de la morgue-terranée, parce qu'ils vont s'enterrer là-bas à vouloir traverser. C'est pas forcément des gens qui, des cadres dont l'Afrique a besoin. Mais tout le monde veut partir. La dernière fois, le président Trump a qualifié les États africains de pays de merde. Les gens ont bavardé autour de ça, mais ça dépend de quel point de vue on le voit. Moi, si je le vois de mon point de vue, sur certains pays africains, je dirais que Trump avait raison. Ah, Georges. Ah ben, mais je le dis ouvertement. Là, tu vas partir une polémique, une controverse. Non, c'est pas une polémique. Nous avons besoin des polémiques pour discuter des choses. Je dis qu'il avait raison. Ce n'est pas l'Afrique en tant que des Africains en tant que tels. Mais si l'Afrique est perçue à travers les dictateurs que nous combattons tous les jours, qui ne veulent pas partir du pouvoir et qui tuent les Africains sur l'Afrique. Que veux-tu que je dise par rapport à ce que Trump a dit? Alors, tu parles des dictateurs, bien sûr, qui gèrent des pays. On ne parle pas. Parce que quand on parle d'un pays, Georges, on parle de ses habitants, de ses citoyens. Habitants, alors, je comprends bien ta nuance. Quel est le sort qui est accordé à ces habitants qui vont mourir dans la Méditerranée alors qu'ils avaient tout un avenir chez eux avec d'énormes potentialités du sous-sol? Et qui les empêche? Ce sont ces dictateurs-là. Quand je dis que Trump a raison, je suis bien d'accord avec toi. Mais Trump n'a pas raison quand on attaque M. Trump, je ne pensais pas qu'il faisait référence aux dictateurs. M. Trump faisait référence aux pays en général. Alors, c'est là que c'est là où je ne suis pas d'accord et je suis d'accord avec toi. Parce que là, on voit un Trump, évidemment, raciste, misogyne et tout ce que l'on sait. C'est ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit au départ, pour réduire la portée de la polémique, ça dépend de quel point de vue on le dit. Si les pays africains, d'une manière générale, sont représentés par des dictateurs que nous combattons, mais alors, quelque part, je pourrais dire que, écoute, ce que Trump a dit, voilà. Mais on n'en est pas là, de toutes les façons. De toutes les façons. Mais tout ça pour dire que dans le deuxième volet de cette série de chroniques-là, juste pour se résumer, on abordera l'exode à la fois des cerveaux et à la fois des immigrants qui partent pour assurer leur survie, finalement. Pour suivre finalement le fameux rêve américain, là. Ce n'est plus obligé comme les premiers, mais ils suivent quand même un rêve. Chaque personne ne se lève pas pour partir de chez lui de gaieté de cœur, c'est toujours pour penser améliorer sa condition humaine, et cela est un droit inaliénable pour toute l'humanité. Quand on se déplace, et puis l'immigration, ma foi, c'est un élément important dont tout le monde se déplace pour aller voilà. Et puis, quand on aura abordé ce modèle-là, on viendra au troisième modèle, qui est finalement ces jeunes enfants-là, nos enfants, disons, nos enfants qui naissent qui naissent ici en Amérique, nos enfants qui naissent ici en Europe, nos enfants qui naissent ici en Asie. C'est cela aussi qui représente aussi une catégorie à part entière. Ils sont une catégorie à part entière parce que
Ils ne connaissent pas l'Afrique pour beaucoup, n'ont jamais été en Afrique. Et pourtant, quand on a affaire à ces personnes-là, on les renvoie toujours dans les filets de l'Afrique. Ah, mais tu viens d'où? Where are you from? Mais I'm from here. I was born here. Where are you from? I was born here. Where are you from? Donc, quand on voit la peau noire, on voit l'Afrique. Ah ben c'est sûr qu'il y a la peau. La couleur de la peau fait bien. Voilà. Ce qui fait la personne, ce n'est pas ses caractéristiques morphologiques, mais ce qui fait la personne, c'est sa culture. C'est sa culture qui fait sa personne. Tu vois un peu. Donc on verra tu me regardes avec un petit sourire. Je vois toutes les heures en perspective de bonheur qu'on aura à discuter de toutes ces choses. Combien il nous reste là? Alors 2-3 minutes peut-être. Ah oui, seulement. Est-ce que tu avais... La troisième chose que je voulais dire assez rapidement, malheureusement, c'est, j'en ai cité 3 modèles là, 3 configurations, mais il y a 4 configurations peut-être. La 4e configuration serait la toute première. On va mettre 0, 1, 2 et 3. Le 3, c'est nos enfants qui naissent ici, et quand on renvoie à l'Afrique, alors qu'ils connaissent pas l'Afrique. La deuxième, c'est la nôtre. La première, c'est celle des Noirs américains qui sont venus en esclavage. Et la première, la 0, là, celle qu'on ne connaît pas, c'est celle de ces Africains qui sont venus, qui ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Ça, c'est une réalité ça va être intéressant d'aborder ça. Oui, parce que, évidemment, ça fait pas partie beaucoup de nos livres d'histoire. C'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique en 1892. Et même avant lui, on parle de Amerigo Vespucci. Ouais. Amerigo, c'est Amérique. Mais bien avant Amerigo Vespucci, il y a le grand Leo Weiner, qui est de l'université d'Harvard, un grand linguiste, un grand paléontologue qui a fait des études formidables, a découvert que non, mais les Africains sont venus en Amérique bien avant même... les Vikings? Pas les Vikings, c'est tout à fait hier là. Mais eux, c'est vraiment avant Jésus-Christ, en mode 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et quand vous regardez un peu, la civilisation Maya, la civilisation Aztèque, la civilisation, il y a Maya, Aztèque, et puis l'autre, c'était Maya, Aztèque, Maya Aztèque, des Incas, voilà. Et puis... toutes ces civilisations-là, on a démontré que on a trouvé des vestiges dans cette civilisation. Regarde un peu ce que j'ai imprimé là. Georges, devant moi, je vous dis, là, il y a un document. Ça, c'est un noir. Et avec une statue Inca, effectivement, avec des traits négroïdes un peu. Négroïdes, absolument. Et tout ça, on les retrouve dans les vestiges des études paléontologiques pour démontrer finalement que les Africains sont bien arrivés en Amérique très longtemps, pas seulement en Amérique aussi, mais en Asie aussi, parce que les premières migrations africaines, c'était en Asie là-bas. Et quand vous allez en Chine, vous allez voir, même en Russie, vous allez voir des peuples avec des traits noirs qui sont presque complètement noirs là-bas. Et c'est pour montrer que finalement, cette Afrique, on trouve que elle est moins que rien. C'était une Afrique très intelligent. Tu sais que la mathématique est née en Afrique. Beaucoup de choses. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et donc, Caro, tel que tu es là, quelque part, il y a des gènes africains. Probablement. Également. Et évidemment. Il faudrait que je fasse les tests, là, les fameux tests d'ADN. On trouvera un petit bout là. Même Simon de l'autre côté aussi, on trouvera un petit bout là-dedans. Donc, c'est dire que l'Afrique reste, et là, il y a un consensus parmi les grands chercheurs, les grands scientifiques, que l'Afrique reste le berceau de l'humanité. Ça sera un beau volet. On va commencer par ça, Georges. On pourra commencer par ça pour voir que, évidemment, l'Afrique, c'est un continent qui a donné la naissance au monde entier. Et donc, de ce côté-là, je pense que ce qui se dit à Davos avec tous les gens que tu as cités là, qui iront pour discuter, les intellectuels et tout cela, il faudra qu'on rediscute sur le sort qui est fait à l'Afrique aujourd'hui, parce que l'Afrique ne mérite pas la place qu'on lui attribue. L'Afrique mérite plus que ça. Mais Georges, on va terminer là-dessus, mais c'est vrai que vous êtes la diaspora, les gens qui sont partis de l'Afrique, les intellectuels. Vous êtes partis de l'Afrique. Est-ce qu'il en reste des intellectuels? Là-bas, évidemment, on va parler de la diaspora, mais il faut qu'il reste des intellectuels aussi sur place pour défendre. Il reste des intellectuels, mais un intellectuel, ça s'improvise pas, ça se construit. Il faut que ça se construise, effectivement, dans des universités, avec des chaires de recherche et tout. Oui, mais quand au Congo-Brazzaville, on revient encore là-dessus, au Congo-Brazzaville, les chercheurs, les chercheurs passent le temps dans des dépôts de boissons
plutôt que de passer le temps dans des laboratoires pour faire la recherche et faire des découvertes qui vont avancer. C'est pas des conditions optimales, dirait-on. Je pense pas. Je pense que l'alcool a quand même un effet assez néfaste sur le cerveau qui réfléchit, qui devait être là à réfléchir pour prendre, n'est-ce pas, des découvertes. C'est Georges, ça l'Afrique, malheureusement. Ça nous promet des belles semaines en perspective de discussion et de passion. De passion aussi. Il faut de la passion. Si on enlève la passion, c'est notre sociologue passionné. Merci beaucoup, Georges Goma. On se reparle la semaine prochaine. On se reparle la semaine prochaine, Caro. Le mois de l'histoire des Noirs. Absolument. Sur ce, écoutez, je profite de ces quelques minutes qu'il me reste pour remercier mes invités de ce matin. Jean Carrier nous parlait de football. Alors, oui, c'est fait. On connaît maintenant les deux équipes qui vont s'affronter au Super Bowl, les Eagles et les Patriotes. Jean nous expliquera et nous parlera de ses coups de cœur et de ses choix et de ses prédictions. On a parlé également de testament en ligne, Sky Legals, une jeune entreprise qui a à peine 1 an. On en a parlé avec Alexandre Roy. Alors, je vous rappelle que si votre testament et que vous faites partie de la moitié des familles qui n'ont pas de testament, allez sur le site internet skylegal, en fait, en français, .com, SKYLEGAL. Et puis, inscrivez-vous. Il reste environ une dizaine de 5000 testaments, en fait, à offrir gratuitement. On en avait 10 000, mais ça part très vite. Et puis, merci Georges, encore une fois. Merci Simon, qui était ce matin à la mise en onde au choix musical également. Et puis, voilà, il fait tempête aujourd'hui. Soyez prudents si vous devez prendre la route. On se donne rendez-vous, nous, demain, mercredi, pour une autre édition des Matins éphémères.